Nouvelle édition de Droit de réponse ce dimanche. Merci à vous d'être avec nous. Nous tenterons de décrypter l'actualité sur des foyers d'esclavage moderne découverts en Libye. Tout est parti d'une vidéo qui a fortement choqué l'opinion nationale et internationale. Nous en parlons dans cette édition de Droit de réponse. Et ensuite, la semaine qui s'achève aura été également fortement mouvementée à l'Assemblée nationale. Les députés SDF ont bloqué les échanges, exigeant que soit introduit le sujet sur la crise anglophone. Et enfin, Robert Mugabe ou la chute d'un héros de l'indépendance, les procédures de démission et de destitution du désormais ex-président du Zimbabwe seront décryptées dans cette émission par nos invités. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir à présent Flavien Valondongo pour la revue de la presse. Bonjour Flavien et bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous les panélistes déjà présents. Alors, vous avez la responsabilité ce matin de nous faire une sorte de melting pot de ce que la presse a dit au sujet de nos différentes thématiques. Bien entendu, c'est d'habitude d'ailleurs dans cette émission, c'est-à-dire donner le point, en tout cas, une idée de ce que la presse a donc du sujet du jour. Et puisqu'il y en a trois, nous commençons par la question de la Libye. Et comme vous l'avez d'ailleurs annoncé, ce sont des images atroces qui ont donné le ton, bien entendu, à la presse. Celle qui n'a pas hésité de présenter également des images aussi cette semaine qui s'achève. Le journal Mutation qui raconte par exemple comment les Africains et particulièrement les Camerounais ont été rapatriés de la Libye, précise que c'est à cause notamment de la torture et même la tuerie que l'on a observé sur ces jeunes à la recherche de mieux vivre à l'Hexagone. D'ailleurs, le Messager qui n'a pas raté l'occasion d'évoquer le sujet pour sa part et aller plus loin pour révéler que ce sont 245 Camerounais qui ont été rapatriés aussi de l'Algérie à cause de l'immigration clandestine. Le Quotidien qui ne s'est pas tardé donc sur les motivations de ces jeunes à voyager clandestinement fait savoir que les autorités du pays ont simplement attendu que les images atroces fassent d'ailleurs le tour du monde pour s'engager à aller les chercher, à aller les sortir donc de la brimade au rythme de l'esclavage des temps modernes. Le même journal, dans une autre livraison, a été donc à écouter bien sûr les confessions des rescapés de la traite négrière. Dans le Messager, on a appris que les Camerounais revenus donc revenus au pays ont aussi échappé à la torture, viol, bref, tous les traitements déshumanisants. La une de ce journal, le journal Essentiel, est également resté sur cette question qui démontre aussi le quotidien de ces Africains torturés par d'autres Africains auteurs de l'esclavage des temps modernes. C'est à la suite donc de tout ça que le pays a décidé d'aller chercher ses fils et filles. De l'autre côté, le journal Essentiel est resté sur cette question. Le journal Cameroun Tribune n'a pas maquillé bien sûr ses propos pour dire que c'est un vrai commerce des migrants qui se déroule donc dans un autre pays, un pays de l'Afrique, notamment la Libye, qui semble avoir perdu ses repères et conclut donc que c'est l'esclavage à outrance chez nos frères africains, mais plutôt à la peau blanche. C'est au moins ça, en tout cas, ainsi que la presse a pu traiter de cette question, la question de l'esclavage que l'on a pu observer également au niveau de la presse cette semaine qui s'achève. Toujours cette semaine, également, vous l'avez évoqué, on parle de l'Assemblée nationale avec des mouvements qu'on a également observés et que la presse n'a pas hésité donc à décrier et même à présenter au grand public. Le journal Repère fait savoir que c'est bien entendu le grand malaise à l'Assemblée nationale. D'abord, les élus du Social Democratic Front qui boycottent la séance d'ouverture. Ensuite, qui troublent également toute une séance de travail parce qu'ils disent dénoncer leurs conditions de travail et leur marginalisation dans la gestion même des questions concernant la crise anglophone. Pour le quotidien Émergence, les députés SDF ont pris en otage, l'Assemblée nationale en otage, donc parce que les décisions des décideurs ne veulent pas inclure donc à l'ordre du jour la question de la crise anglophone. Pour eux, et selon bien sûr le journal Émergence, les députés du Social Democratic Front n'ont pas la possibilité de parler notamment de ce qui les concerne et beaucoup plus sur le terrain. Ils sont tout au moins sous la pression des populations qui leur ont donné l'onction d'être donc à l'Assemblée nationale et raison pour laquelle ils revendiquent tout cela. La nouvelle expression ajoute que les députés du Social Democratic Front sont allés donc un peu plus loin, cette fois en bloquant bien sûr toute une plénière d'adoption d'une loi. Les députés du Parlement, ou tout au moins du parti majoritaire, ont libéré l'hémicycle sous la pression même des bruits et chansons entonnés par les parlementaires du Social Democratic Front. C'est un peu l'image, en tout cas, véhiculée par la presse cette semaine concernant notamment les mouvements du Social Democratic Front à l'Assemblée nationale. On va sortir en tout cas avec un autre sujet qui concerne aussi le Zimbabwe. La presse n'a pas raté l'occasion. Le journal Essentiel faisait déjà savoir que Robert Mugabe résistait donc à toutes les pressions des militants
de son parti politique au lendemain de l'éviction de son vice-président. Entre-temps, souligne bien sûr le journal, Grace Mugabe aussi a été donc exclu du même parti par les militants très en colère. Des jours après le début donc de cette crise, l'armée zimbabwéenne a donc pris les choses en main, selon bien sûr le journal Émergence. Les réactions de part et d'autre ont d'ailleurs finalement amené Robert Mugabe à démissionner de manière forcée, selon bien sûr le journal Émergence, ajoute ce quotidien, et également le Messager qui n'a pas raté aussi l'occasion, fait savoir que c'est la déchéance d'un héros africain qui vient de passer 37 ans au pouvoir et âgé aujourd'hui de 93 ans. Donc, dans des réactions également et analyses proposées par le quotidien, il ressort que Mugabe a été poussé justement à la démission pour préserver la paix du pays. Pour la nouvelle expression, Mugabe a été donc le libérateur et le fossoyeur même de son propre pays, relève le vice-président de l'UDC, donc Robert Mugabe, démissionne ici enfin pour 35 ans, après 35 ans de pouvoir, et laisse donc son pays en paix. C'est ce que les populations attendaient, puisque juste après sa démission, il y a eu ambiance, joie, you-you et autres dans les rues de la capitale. Malgré notamment des négociations, Mugabe a tenu tête à toutes sortes de propositions et même donc est allé jusqu'à mépriser ceux qui avaient déjà fait des propositions lui permettant donc de sortir avec la tête haute donc de ce pays. Et aujourd'hui, on a pu constater qu'il pourrait être poursuivi pour des exactions commises au cours de son mandat. Ben voilà, Flavien, vous avez fait pour nous le tour de ce que la presse nationale a pu dire au sujet de nos différentes thématiques. On vous en remercie. Merci à vous. Et on vous retrouve la semaine prochaine. D'accord. À présent, chers téléspectateurs, on va passer à la présentation du panel qui sera avec nous tout au long de cette édition de Droit de réponse. On va commencer par la seule femme de ce plateau. J'aurais voulu parler d'homme politique, mais bon, vous avez compris, c'est plutôt une femme politique qui milite au sein du RDPC d'ailleurs. Elle est députée pour ce parti-là. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez compris, de Marlise Doualabel. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour madame. Et à votre suite, on va introduire un journaliste cette fois. Lui, c'est Jean-Baptiste Sipa. Bonjour, bienvenue. Bonjour et salut à tous nos téléspectateurs. Un autre homme politique sur ce plateau également, il s'agit de Albert Elimbi Lobé. C'est vrai qu'on l'a connu autrefois comme militant au sein du SDF. Aujourd'hui, il va nous dire lui-même à quel parti politique il appartient. Bienvenue. Merci, Kate, de m'associer de nouveau à la réflexion, à des moments qui sont d'ailleurs essentiels pour la vie de la nation. Pour le moment, je ne suis dans aucune chapelle politique au sens premier du terme. J'ai décidé de consacrer mes efforts pour que l'opposition se rapproche, que les partis politiques de l'opposition se rendent compte que quand on a échoué les élections 13 fois, de 1992 à aujourd'hui, il y a eu 13 élections organisées au suffrage universel direct. Toutes les élections présidentielles, les élections législatives et municipales qui ont eu lieu, je ne compte pas les sénatoriales d'avril 2013. Si vous comptez toutes ces élections, ça fait 13. Et nous les avons perdues toutes, avec des fortunes plus ou moins différentes. Je termine juste, oui, pour vous dire que quand j'ai observé les causes de nos échecs à répétition, j'ai constaté que les partis étaient faibles, honnêtement. Vous avez par exemple 22 partis de l'opposition dites radicales, c'est-à-dire SDF, UDC, bref, tous ceux qui n'ont pas collaboré avec le gouvernement, qui étaient absents dans 40 circonscriptions sur 85 aux élections législatives de 2013. Avec de telles choses, vous ne pouvez pas battre, vous ne pouvez pas renverser le régime. Il était donc important pour moi de consacrer mon énergie pour essayer de rassembler les partis politiques, pas pour qu'ils deviennent un parti unique de l'opposition, mais pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils mettent ensemble leurs réflexions, leur énergie, à l'effet de réduire la dispersion des voix de l'opposition. Okay, un candidat de large consensus aux élections présidentielles, il ne sera pas unique parce que le pouvoir, on va d'ailleurs le voir tout à l'heure, a les moyens de produire des candidats partout.
Mais au moins, Monsieur on peut avoir Émile Bilobert. un candidat de large consensus ça, aux élections. Oui. Je pense justement qu'on Tu me perturbes, on te perturbe, tu ne on dis est rien. encore qu'au stade des présentations, vous aurez la Donc ça, c'est possibilité de mon nouveau credo. Justement, on a très bien Travailler compris pour rassembler un peu votre les credo. partis de On l'opposition. va présenter le dernier invité de ce panel. Il s'appelle Sidiki Sangou. Vous ne l'avez certainement pas déjà souvent vu au devant de la scène, mais c'est un essayiste, auteur. Et à un moment où on parle beaucoup d'esclavage en Libye, il est le coordonnateur de la plateforme Non à l'esclavage. Bonjour Sidiki Sangou, bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, ça nous fait plaisir que vous ne fassiez pas aussi une longue présentation comme celle qu'on a eue tout à l'heure. Présentation murale. On va ouvrir le premier sujet qui est au centre de cette émission de décryptage des faits d'actualité de la semaine. Déjà en parlant de cette fameuse vidéo qui a suscité, on va dire, un véritable tollé sur le plan national et international. La vidéo qui a été prise à la base par un Camerounais et puis diffusée sur la chaîne internationale CNN. Elle a provoqué, on vous le disait, une onde de choc, ce qui a poussé quand même beaucoup de pays et organisations non gouvernementales à réagir. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, à l'instar duquel le Cameroun, ont rappelé de nombreux migrants encore au Maghreb. Et je commence avec vous, Marlix Doualabel, la vidéo de la vente d'esclaves, de migrants noirs en Libye. Vous l'avez vu, vous avez suivi toute l'actualité qu'il y a eu autour. Qu'est-ce que cela a suscité en vous? Je voudrais d'abord profiter de votre très bel espace pour dire trois petites choses. Première chose, je viens d'enterrer mon collègue, de mettre en terre mon collègue Arthur Ekeke, que nous avons enterré hier, député à l'Assemblée nationale, que nous avons enterré hier à Bouya. Et c'était le lieu pour moi de concrétiser, de vivre une fois de plus la proximité qu'il y a entre le sud-ouest et le littoral. Deuxième chose, je voulais dire également que je viens de perdre une personne très chère, une amie, Madame Tobo Eyoum, Ruth. Je ne voudrais pas en parler ici sur le plan purement privé de la relation qui nous liait, mais je voulais en parler comme la perte d'une créatrice qui a accompagné ce beau mouvement de Kaba Attitude qu'on observe dans la République. Aujourd'hui, on se rend compte que le Kaba est devenu un très beau vêtement et que nous pouvons nous permettre aussi de vendre au monde entier et déjà à l'Afrique. Parce qu'on connaît tous on connaît le boubou sénégalais, toutes les femmes africaines ont adopté le boubou sénégalais, la robe sénégalaise, le pagne qui nous vient d'ailleurs et d'ici. Mais je pense que le Kaba a connu un essor et c'est grâce à des personnes comme Madame Tobo qui n'était pas à la base une styliste mais qui a compris que c'était une œuvre utile. Alors tout ce que je peux dire à sa famille, c'est que nous pleurons ensemble et que nous espérons que son œuvre va être perpétuée par la structure qu'elle a mise en place. Nous vous souhaitons nos condoléances pour cette double perte. Alors maintenant, concernant la vidéo, évidemment que nous l'avons tous regardée avec beaucoup de peine. Et j'ai énormément échangé avec les jeunes de mes différents forats dans WhatsApp. Mais je peux vous avouer que j'ai été tout de suite très réservée par rapport à nos jeunes qui partent. C'est-à-dire que autant j'étais malade de voir mes enfants dans une telle détresse, dans une telle déchéance humaine, autant je voulais également qu'on les mette face à leurs responsabilités. Parce qu'en fait, il s'agit d'un choix à un moment donné. Quelles que soient les raisons qui peuvent être justifiées par l'environnement, on prend la décision, en tant qu'adultes qu'ils sont, d'aller vers l'aventure. Et une aventure dangereuse. Mais quand je les ai vus, quand ils sont rentrés, j'ai compris qu'ils ont appris la leçon et que beaucoup ne recommenceront plus jamais cela. Ils l'ont d'ailleurs dit. Ils l'ont d'ailleurs dit, parce que voilà des jeunes qui ont plein d'énergie, plein d'endurance, plein j'allais dire, de foi, de croyance, qu'ils vont arriver à quelque chose, alors qu'ils utilisent tout cela pour changer notre pays, au lieu de tenter d'aller profiter du travail fait par les autres dans leur pays respectifs. Maintenant, sur le plan éthique, évidemment que c'est un gros scandale.
mais dans un pays qui est aussi extrêmement détruit. Détruit, j'allais dire, sur le plan physique, mais détruit sur le plan mental. C'est une véritable déchéance. Ces personnes qui posent ces actes ne sont plus des êtres humains. Donc, l'Occident paye pour que le Liban mette la barrière et freine cette immigration. Oui. Et ils utilisent donc sur place des personnes qui ont perdu toute humanité et qui sont prêts à leur montrer que non, nous savons faire. Et nous allons faire. Et effectivement, ils ont fait. Ils ont traumatisé les jeunes. Ils ont, j'allais dire, détruit des vies. Et ils nous ont envoyé un message que, au fond, pour eux, nous ne faisons pas partie de la race humaine. D'accord, mais pourtant, beaucoup de personnes aujourd'hui, et là je suis avec vous, Monsieur Sidiki Sangou, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de parler de cette vidéo comme si c'était la première. Ce n'est un secret pour personne depuis longtemps. Il y a des migrants qui avaient réussi à prendre des vidéos de leurs conditions de vie en Libye, justement pour envoyer à certains membres de leur famille. Mais aujourd'hui, on assiste à une sortie collective. Est-ce là un beau témoignage finalement de l'hypocrisie collective du monde entier? Vous le signez très bien. L'hypocrisie, non, je dirais pas, parce que je pense que chaque histoire, chaque problème, et du moins pour l'esclavage, selon la télévision, enfin selon l'image que nous avions reçue à travers CNN, c'est juste la conséquence de beaucoup de causes, parmi lesquelles nous devions énumérer et répartir les responsabilités. Alors, tout d'abord, c'est vrai, nous sommes dans les faits, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de débat, de mon point de vue, pour voir, par exemple, les vidéos qui circulent. Il y en a plein dont les téléspectateurs, enfin, du moins les internautes, excusez-moi, reçoivent chaque jour, et ça nous a interpellés, parce que le coup de gueule de Claudicia, parce qu'il faut le souligner, qui était un avertissement de plus, a permis bien évidemment que les gens se mobilisent à travers le monde, mais ce n'était pas, encore une fois, un début. Il en date de plus de 5-6 ans que cela se déroule, par exemple au niveau de la Libye. Maintenant, au-delà de la Libye, il y a d'autres pays environnementaux qui naturellement pratiquent. Alors, aujourd'hui, je suis venu simplement parce que vous m'aviez interpellé. Nous avions, dès la semaine passée, lancé un collectif, c'est-à-dire un mouvement qui était de trouver une solution par des manifestations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement manifesté. Paris, par exemple, qui était de la première ville, vous vous rappelez, samedi dernier, tout le monde était presque devant l'ambassade. En début de semaine également, on a vu le même type de manifestation devant l'ambassade de Libye à Yaoundé. Absolument, nous étions là, et il nous a naturellement fallu une arrestation, bien évidemment, mais au-delà, nous avons continué, nous avons persévéré pour trouver des solutions, non seulement pour les rapatrier au Cameroun, mais aussi pour trouver une solution post-rapatriement. Alors, les questions pour lesquelles nous devons nous poser, pourquoi est-ce que ces jeunes partent? Est-ce que c'est la question? C'est vrai, après l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? On reste juste à manifester comme ça se passe partout dans le monde? Non. Alors, la première question, elle est fondamentale. Pourquoi les jeunes partent? Pourquoi est-ce que les jeunes partent? Donc, je voulais profiter pour passer ce message solennel à tous les jeunes, qu'ils soient africains ou camerounais en particulier. Parce qu'on nous a dit partout dans toutes les grandes conférences du monde, l'Afrique est le continent du futur. Oui. Alors, si l'Afrique est le continent du futur, nos jeunes, pourquoi ils s'en vont? Absolument. Et ça fait justement partie des grands questionnements que la presse a pu soulever tout au long de cette semaine. On va revenir sur cette thématique-là, ne vous en faites pas, on va parler des causes. Ce qui pousse généralement ces jeunes à partir, malgré qu'ils soient forts, comme a tenu à le préciser ici Marlise Doualabel. Et cette fois-là, et Lindi Lobé, on a vu tout de suite l'action des différents gouvernements africains. Déjà, le Cameroun aussi a déployé beaucoup de moyens pour faire revenir ces migrants. On a vu également une enveloppe qui a été remise à chacun de ces migrants-là, 65 000 francs au total, déjà pour se prendre en charge sur le plan médical et ensuite pour pouvoir payer le transport jusqu'à leur domicile respectif. Est-ce que ces mesures prises par le gouvernement camerounais sont suffisantes? Elles ne correspondent à aucun problème précis. C'est des mesures humanitaires et puis à la limite un peu propagandistes.
tout le monde sait que ça ne règle aucun problème. Peut-être les faire aller à la maison, mais ceux qui sont ici à Douala, et ceux qui sont à Yaoundé. Donc, ce n'est pas des choses importantes. Vous seriez attendu à quoi comme mesure forte? D'abord qu'on les punisse. C'est-à-dire? Qu'on les punisse parce que j'appartiens... Mais avant d'y aller, je voudrais rappeler que nous, peuple camerounais, nous avons des principes. Notre principe fondateur est contenu dans le préambule de la Constitution. Il dit ceci: toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances. Donc même s'il est en immigration, elle est en immigration clandestine, irrégulière, elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, il n'y a pas de dérogation. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça sont nos valeurs. D'accord. Mais on n'est pas sûr que ce sont les valeurs des autres peuples. Mais chaque fois qu'un être humain sera maltraité, l'obligation d'un Camerounais, c'est de se dresser contre la maltraitance d'un être humain. C'est pour ça que la récrimination nationale venue de toutes parts est compréhensible. Tant il est que nous adhérons tous au Cameroun à ces valeurs-ci. Maintenant, quand on a fini de dire ça, je suis du même côté que Marlise Bell. Il faut dire à nos enfants la vérité. C'est une chose trop simple de dire « Oh, le gouvernement libyen, oh, les Arabes et tout ». Mais avant qu'on ne nous montre cette vidéo, on nous montre tous les jours comment les navires chavirent, les bateaux chavirent sur la Méditerranée. On sait depuis très longtemps que tous ceux qui tentent d'émigrer clandestinement en entrant en Europe par la voie terrestre et maritime courent des risques énormes, qu'ils exposent leur vie à la perte. Cette vidéo ne nous apprend rien de nouveau. Peut-être qu'il y a un commerce sur des êtres humains, mais tout le monde sait que l'immigration clandestine est une organisation criminelle. Cette vidéo ne nous apprend pas ça. On sait que tous ceux qui ont ces pirogues, qui transportent au-delà des capacités réelles, 200, 150 personnes, sont détenus par des passeurs. Ces passeurs qui organisent l'immigration clandestine sont des malfaiteurs. C'est des illégaux, même en Libye. Donc ceux qui sont partis collaborer avec des illégaux, des bandits, ont pris une lourde responsabilité. Quand les bandits se retournent contre vous, ne criez pas. Parce que vous avez décidé d'être vous-même. Donc pour vous, on ne devrait pas plaindre toutes ces personnes aujourd'hui qui sont en train de revenir, mais plutôt les punir. Je dis que ici, au Cameroun, oui, l'immigration clandestine est illégale. C'est illégal de quitter le Cameroun, d'aller entrer dans un autre pays, dans des conditions irrégulières. Et je tiens à dire que... Écoutez, monsieur... Vous pouvez me laisser finir. Bien évidemment, mais... Il peut placer un mot aussi, si vous permettez. Nous sommes en train... Nous sommes en train... Et d'exposer ma pensée. Non, je ne veux pas... que vous patientez. Absolument. Mais il se peut que je pourrais oublier... Vous patientez et vous me allez-y, voilà. Allez-y, je vais répondre plus tard. Et il y a eu, pour ceux qui ont notre âge, une époque ici au Cameroun où il y avait ce qu'on appelle un visa de sortie. D'accord. Chaque Camerounais qui avait un projet d'immigration devait exposer aux autorités camerounaises le bien fondé de cette immigration-là et la disponibilité des moyens pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Au nom de la liberté et des évolutions que certaines personnes ont souhaitées, peut-être à juste titre, mais les événements montrent que ce n'est pas heureux. Elie Bilobé, permettez qu'on revienne au début de vos propos. Chacun se lève quand il veut. Permettez qu'on revienne au début de vos propos. Quand vous étiez en train de parler d'esquisses de solutions que peut prendre le gouvernement pour empêcher désormais que ces jeunes ne partent. Vous avez dit par exemple que le fait de donner 65 000 n'était pas une solution en soi. C'était des mesures accompagnables. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ces je vous dis que si j'étais chef d'État, si moi j'étais chef d'État,
vous décidez de quitter le Cameroun pour des raisons inacceptables, je dis bien inacceptables, vous allez collaborer avec des organisations mafieuses dans d'autres pays. Et vous arrive des malheurs là-bas. Vous êtes parti en violation des conventions internationales que le Cameroun signe avec les autres pays. Vous avez donc transgressé les règles. Donc le Cameroun est garant de l'application à l'échelle internationale. Écoutez, monsieur Elimbi vous revenez au Cameroun, je vous prends et je vous punis d'abord. Monsieur Elimbi Lobé. Avant que Jean-Baptiste Sipa ne prenne la parole pour donner également son point de vue, oui, allez-y. Bien évidemment. Alors, monsieur Elimbi Lobé, vous prenez 15 minutes pour vous présenter, vous saisissez un sujet dans lequel on peut répondre. Alors, je voulais rapidement, vous avez parlé de la légalité, c'est ça? C'est-à-dire que vous dites, si vous étiez un chef d'État, on ne pourrait absolument pas permettre que les gens sortent du Cameroun. De façon clandestine. Non, lui, il a entendu. Ce qu'il dit, c'est qu'il a entendu. Tout le monde est en train d'écouter. Très bien. Lui, il a entendu que j'ai dit que les gens ne doivent pas sortir du Cameroun. De façon clandestine, vous le soulignez. Très bien. Alors, nous ne sommes pas ici pour défendre les migrants ou du moins ceux qui sont appelés aujourd'hui les esclaves en Libye. Non, nous sommes là pour simplement coordonner une opération susceptible de les ramener d'abord à la maison. Mais les ramener contre leur gré, parce qu'on parle là des personnes qui ont rituel de partir. Oui, nous avons tenu par exemple une réunion avec le MIDRAEX cette semaine, qui nous a donné certaines informations très pointues. Il y a beaucoup de Camerounais, je ne citerai pas le nombre. Vous pourrez citer, hein, ça peut aider les autres qui nous écoutent à la maison à mettre. Non, il y a beaucoup de Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les organismes de l'ONU, l'OIM en particulier, en Libye, étant donné que la représentation diplomatique du Cameroun ne s'y trouve pas en Libye. En revanche, également en Tunis, où se trouve aussi l'ambassade du Cameroun, parce que c'est le pays le plus proche de la Libye, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont en détresse. Les gens pleurent, les familles. Peut-être que M. Lombé n'a pas un enfant. Hein, Monsieur Lombé, alors, moi, je voulais vous dire, je suis un immigrant. C'est-à-dire que j'étais aussi en Europe. C'est vrai. Peut-être que je n'ai pas emprunté la route absolument, mais je sais ce que c'est. Et je viens d'une famille où, parfois, le matin, nous ne savions pas de quoi manger. Alors, maintenant, si M. Elimbi Lobé vient faire la morale, enfin, du moins, il est normal qu'il s'exprime, hein, en soulignant qu'il faudrait absolument être dans la légalité et ne pas voyager clandestinement. Mais qu'est-ce que vous en savez, ce qu'endurent ces jeunes? Qu'est-ce que l'État fait, du moins de sa responsabilité, pour encadrer, coordonner et les orienter pour qu'ils n'y partent pas? D'accord. Et on va parler justement de ces causes, les causes de cette immigration clandestine avec Jean-Baptiste Sipa, qui est journaliste et qui a donc, on va le dire, retracé ces différentes escales. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire qu'ils sont en train de partir, ces jeunes, ils risquent leur vie. Mais qu'est-ce qui les pousse à partir, Jean-Baptiste Sipa? Bon, je voudrais d'abord dire que je souhaite ici être vu davantage comme acteur de la société civile. D'accord. Parce que vous savez très bien que pour le journalisme, j'ai baissé j'ai levé le pied de l'accélérateur. Un journaliste reste journaliste. C'est vrai, surtout s'il est de vocation. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord les images comme les plus proches que des hommes. Donc ça, c'est pas surprenant. En revanche, ce que je veux dire, c'est que quand on tombe, il ne faut pas garder les yeux rivés sur la chute. Il faut se demander où on a glissé pour tomber. Et donc, le problème, c'est si nous nous arrêtons aux images qu'on a vues et aux gesticulations des autorités publiques que nous avons vues également, c'est comme si on voulait panser une plaie sans l'avoir désinfectée. Et je pense que du point de vue de la cause, nous devons revenir à la base pour poser deux questions. Quel est le système d'éducation qu'on donne à la jeunesse africaine aujourd'hui pour qu'elle soit incapable de se débrouiller dans son propre pays, de manière endogène dans son pays pour résoudre ces problèmes?
Ça, c'est une question fondamentale. L'autre question, c'est à supposer que la jeunesse n'ait pas reçu les armes pour se débrouiller. Il faudrait que les États comprennent ça et se disent qu'il faut protéger cette jeunesse fragile, sans moyens. Et donc, là, on pose la deuxième question. Quelles sont les politiques publiques mises en place au niveau de notre pays, par exemple, avant d'aller parler de l'Afrique, au niveau de notre pays, pour empêcher que ces jeunes, dont on parle tous les jours en disant que la majorité est en chômage, ne puissent pas se déplacer. Après tout, le bonheur est un droit fondamental pour chacun. Le bonheur est un droit fondamental. Oui. Et je vais ajouter, pour répondre à mon ami Elimbi, que l'immigration aussi est un droit. Et chaque individu dans cet univers que personne de nous n'a créé, mais que quelqu'un a créé à notre service, a le droit d'aller où il voudrait, où il souhaite, pour trouver son bonheur. À condition que ça soit légal, que ça se fasse dans une certaine... La légalité est une création humaine. Ça n'a rien à voir avec la loi naturelle, la loi universelle. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, nous disons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si on raisonnait comme ça, ben, je ne sais pas où seraient les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, où ils seraient agglutinés en Afrique. Ça veut dire que chacun a eu le droit de partir où il voulait, et où il pouvait trouver son bonheur. Je vous dis que le problème aujourd'hui, pour chaque Camerounais, ne doit pas être d'avoir à choisir entre la misère de son pays et le bonheur qu'il croit trouver ailleurs. Ça doit être d'avoir le choix entre le bonheur dans son pays et le meilleur ailleurs. D'accord. Malice Doualabel, aujourd'hui, beaucoup de pays concernés par cette immigration clandestine, du moins dans la plupart de ces pays, c'est à chaque fois les mêmes sujets qui sont relevés, le manque de politiques mises en place par les autorités pour permettre à ces jeunes de rester. Mais pourtant, vous, au sein de votre parti politique, le RDPC, parti que vous représentez d'ailleurs bien sur ce plateau, on a tendance à dire que le président de la République développe les stratégies pour que ces concitoyens qui sont jeunes, notamment, puissent rester dans le pays, puissent développer ce pays-là. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce qui est en train de se passer, est-ce que le RDPC n'a pas sa part de responsabilité aujourd'hui dans la mort de nos enfants à l'international et aussi le fait qu'ils soient traités comme des esclaves? Alors, si le RDPC a quelque chose à voir là-dedans, on conviendra que c'est toute la gouvernance africaine alors. Puisqu'il ne s'agit pas que de Camerounais. Et d'ailleurs, quand vous regardez le profil des Camerounais qui partent, je ne pense pas que ce soit les plus misérables. Très sincèrement. On a eu des personnes qui disaient avoir mis de nombreux euros, de nombreux milliers d'euros dans ces voyages. Mais vous voyez une jeune dame qui a un petit emploi, mais à qui on a vendu un mirage qu'elle pourrait se retrouver en Suisse ou je ne sais pas où, trop quoi, à soigner une dame malade ou alors à entrer dans un réseau de prostitution. Parce qu'il faut... Comme disait Elimbi Lobe, ces personnes savent pertinemment qu'elles sont en train de traiter avec des malfrats. Mais ils acceptent d'entrer dans ces créneaux. Ça veut dire que leur moralité même a déjà bougé. Ou alors leur souffrance a atteint un niveau insupportable. Quelle souffrance? C'est des filles qu'on retrouve tous les soirs en boîte avec des mèches indiennes qui arrivent jusqu'au dos, etc. Moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans le populisme. Parce que quand on se met à vouloir justifier ou expliquer l'inexplicable, alors on finit par justifier des pratiques immorales. Pourquoi est-ce que dans deux familles, il y a deux familles qui sont voisines, qui ont du mal à s'en sortir, parce qu'effectivement, nous sommes dans des pays compliqués où l'indice de développement humain nous montre qu'il y a encore du chemin à faire. Mais nous devons l'assumer. Parce que les autres sont passés par là et ils ont construit ce qui existe aujourd'hui chez eux.
Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans ces situations-là que nous ne devons pas réfléchir, mettre toute notre énergie à nous en sortir chez nous et à prendre des raccourcis qui deviennent extrêmement dangereux. Est-ce que ce n'est pas une façon de fuir la réalité? Parce que la réalité est là. Il y a de nombreux jeunes qui n'arrivent pas à manger, qui n'ont pas d'emploi. Non, c'est pas cela même. Il y a également des jeunes aujourd'hui qui ne parviennent pas à se soigner lorsqu'ils sont malades. Je suis d'accord. Tous ces fléaux-là, on les connaît. Toutes ces insuffisances, on les connaît. Mais maintenant, avant, moi, ce que j'aimerais et que je trouverais honnête, c'est qu'avant qu'on ne passe aux solutions, qu'on commence déjà à condamner ce qui est à condamner. Je disais tantôt, il y a deux familles qui sont voisines, qui ont les mêmes difficultés, papa au chômage, maman qui va au marché, etc. Vous verrez ici des jeunes filles qui se comportent d'une certaine façon et qui essayent de s'en sortir honnêtement. Et la voisine, elle comprend que ses enfants aillent faire le trottoir pour faire vivre la famille parce que, oh, il y a la misère, il n'y a pas l'emploi. On ne justifie pas ces choses-là. Quand les gens veulent grandir, la morale, j'allais dire la construction personnelle est une donnée fondamentale. Les hommes qui bâtiront un pays sont des hommes qui ont déjà en eux-mêmes une certaine hauteur, j'allais dire, au niveau des valeurs. Ce n'est pas ceux qui sont, j'allais dire, fragiles au point de... Parce qu'ils voient les Occidentaux dans les belles villes, les belles rues... Madame, vous parlez, si j'ai bien compris votre argument, qu'il y aurait des gens qui seraient en train de défendre des migrants qui seraient... Non, j'ai dit, après l'intervention de M. Sipa, qui a lourdement insisté sur le fait que les gens soient dans la misère et qui explique que les gens soient partis, c'est pour ça. Mais M. Sipa n'a pas quand même tort, madame. Oui, mais vous l'aviez souligné que c'était africain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord de constater et de dire à nos enfants que ce n'était pas la solution. Ils se sont trompés. D'accord. Aujourd'hui, ils le savent. Ça va, on a fait un grand pas. Grâce à l'argent des Occidentaux qui ont payé les bandits libyens, aujourd'hui, nos jeunes savent qu'ils sont une marchandise bon marché pour ces gens-là. Je crois qu'ils ne recommenceront pas. Maintenant, c'est là où nous devons donc aller avancer en disant, bon, maintenant, on fait comment? On fait comment? C'est ça le problème, mais ne commençons pas par dire que oui, on les comprend. Mais on aurait aussi anticipé. Mais on aurait anticipé, toute l'Afrique n'a donc pas anticipé. Et quand toute l'Afrique n'anticipe pas, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Absolument. Là, je suis d'accord. C'est toujours l'Occident. D'accord. Je dis, nos gouvernants ont leur part de responsabilité. Tout à fait. Mais quand on observe le monde, et quand on veut comprendre le monde, on sent bien que les relations que nous entretenons avec l'Occident sont des relations à revoir. Avant de revenir à vous, Sidiki Sambou, j'aimerais bien pouvoir relancer Marlys Doualabel. Vous avez posé une question tout à l'heure. À présent qu'on sait qu'est-ce qui est à l'origine de ce départ, quelles sont les conséquences de ce départ, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les autres de partir? On développe quelle stratégie? Alors, moi je pense que quand on est en face de ce genre de problèmes sociaux graves, parce que c'est des problèmes sociaux graves, il faut prendre la peine de s'asseoir et d'en parler. Tout à fait. Évidemment, ça ira donc chercher tout le diagnostic. Qu'est-ce qui a amené ces situations-là? Parce que, comme il disait, l'immigration est normale. On a le droit de choisir où on veut aller vivre dans le monde. Mais sauf que c'est réglementé. Même quand vous dites que j'ai le droit d'aller partout, je n'ai le droit d'aller partout que si je respecte les conventions que j'ai passées avec les autres pays. Nous, on a connu l'immigration estudiantine. Vous étiez en France, nous aussi. Parce que la diaspora, là, c'est génération by génération. Donc, nous aussi, on a été en France. Mais c'était pour faire des études. Dans les années, depuis les années 50 jusqu'aux années, j'allais dire 80 par là, c'était une immigration estudiantine. Certains sont restés. Deux époques différentes. D'autres, voilà, d'autres sont revenus. Maintenant, après, avec le FMI et toutes les catastrophes que nous avons connues, les baisses drastiques de salaire, les pertes d'emplois, etc., il y a eu une deuxième vague d'immigration qui était économique, où les gens, mais ils prenaient des visas. Même si tous les visas n'étaient pas de bons visas, entre guillemets, mais ils prenaient des visas, c'est-à-dire qu'ils respectaient des conventions pour entrer dans ces pays d'accueil. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a là maintenant, on appelle ça la débrouillardise.
C'est-à-dire, tu tombes dans la mare. Si tu peux nager, ça va. Si tu peux... Et c'est ce que vous condamnez, vous êtes fortement en train de condamner ce matin. Oui, Monsieur Elimbi Lobé, avant de revenir à vous, permettez qu'on relance Sidiki Sangou. Vous êtes en train d'adopter aujourd'hui une posture qui vise à protéger ces personnes qui sont allées à la recherche d'une vie, des conditions de vie meilleures, mais qui à la place ont retrouvé des conditions plus compliquées. Mais pourtant, aujourd'hui, on vise à mettre sur pied de sorte de stratégie pour les empêcher de partir. Pensez-vous aujourd'hui que des personnes qu'on a vues à la télévision dire « je fais cette affaire depuis 21 ans, j'ai mis de l'argent à l'intérieur », sont des personnes qui vont s'arrêter? Alors, encore une fois, la partie psychologique, ou du moins l'éducation, parce qu'il faut aussi le souligner, nous sommes dans un problème très très ancré, du moins pour les encadrer, et ne plus refaire, enfin, pour éviter les candidats susceptibles de récidiver. Alors, qu'est-ce que nous avions entamé avec d'autres personnes, enfin le collectif? C'est-à-dire qu'après le rapatriement, du moins le maximum que nous pourrions ramener, avec l'action bien sûr des partenaires et le concours aussi de l'ambassade de la Libye, il faut le souligner, qui coopère de façon vraiment cordiale avec nous dès le départ, dès lundi lorsque nous les avons rencontrés. Alors, si les dispositions, comme soulignait Madame, ne sont pas prises, forcément, il y aurait toujours des candidats qui vont retourner. Pas parce qu'ils voudraient relancer leur challenge, mais à un moment donné, au niveau de notre pays, moi qui suis tout le temps peut-être avec la population du moins vulnérable, nous savons exactement comment ça marche. On ne vient pas ici pour défendre les migrants, ou du moins ceux qui sont rentrés, ou les taper dessus parce qu'ils auraient cotisé de l'argent. Parce que les paramètres sont nombreux et il faudrait naturellement souligner que lorsqu'il n'y aurait pas d'équipe susceptible, ou du moins bien formée, capable de les encadrer dès le retour, de les orienter et surtout, il faut le souligner, de les occuper. Pas seulement ceux qui rentrent, on a tout le temps, nous avons ceux que nous appelons les Nangaboko, d'accord, les Nangaboko qui aujourd'hui n'arrivent même pas à se trouver un moyen personnel ou individuel de se prendre en charge. Donc le problème, il est plus vaste que ça. Alors on va surfer peut-être, si vous le permettez, sur une autre vague. Bien évidemment, vous étiez en rencontre vendredi dernier avec Mohamed Kitouni, l'ambassadeur de la Libye au Cameroun. Qu'est-ce qui ressort de cet entretien? Est-ce qu'il reconnaît la responsabilité de son pays déjà dans ce gros scandale? Alors, déjà, encore une fois, c'est un monsieur, enfin, de notre point de vue, qui nous a reçus humblement. D'accord. Et puis, il nous a proposé des options. Parce que, premièrement, il y a un handicap. Il n'y a pas d'ambassade du Cameroun en Libye. Ce qui veut dire que s'il existerait une ambassade, ça permettrait qu'il ait déjà des relations avec son État, enfin l'État libyen, pour coordonner, vous comprenez, plus d'opérations pour que plus de Camerounais soient rapatriés. Alors maintenant, à travers sa déclaration, qui manifestement, beaucoup de gens ont communiqué, ou du moins ont critiqué, de se dédouaner de la responsabilité. Nous savons très bien ce qui se passe en Libye. Le pays est divisé, il faut le dire, tout le monde le sait. Alors maintenant, je ne peux pas me permettre de commenter, voire de donner un avis qui est la responsabilité de la Libye, ou du moins le pays de la Libye dont M. Kitouni représente au Cameroun. Ce que je peux dire, c'est nous, en tant que collectif, nous nous sommes formés et nous nous sommes réunis pour un objectif, c'est-à-dire ramener le plus maximum des Camerounais qui se trouvent actuellement en Libye. Voilà notre objectif premier. Notre objectif premier, autant pour moi. Et au-delà de ça, on a prévu, du moins, un projet. Dès leur retour, ils ne vont pas rester, on ne va pas les amener dans leur site respectif, parce que lorsque vous allez les déposer, qui rentrent au village ou dans leurs différentes familles, ils vont forcément trouver une solution, ou du moins un autre moyen, peut-être pas par la Libye, parce qu'il y a plusieurs autres. Surtout que beaucoup savent en ce moment qu'ils ne sont pas en Libye. Absolument. En Algérie, par exemple, il y a d'autres qui sont aussi bloqués en Algérie, au Maroc. Il y a plein de Camerounais, il faut le dire, qui vivent dans des champs. C'est-à-dire qu'ils ont peur que la police marocaine les reprenne, ils sont obligés de vivre dans la brousse. Et c'est scandaleux, parce que si actuellement on a encore des personnes qui vivent comme des animaux, enfin, simplement parce qu'ils veulent avoir de quoi vivre, quelque chose qui se passe, c'est que depuis le Cameroun ou depuis leur pays respectif,
Ça peut être une responsabilité commune, madame. Ça peut pas forcément être le Cameroun, nous le savons. Jean-Baptiste, tous les pays africains. Vous semblez avoir quelque chose à dire justement Oui, sur oui. cette thématique. On a sur ce plateau déjà deux courants de pensée. L'un, celui auquel vous appartenez, qui est un tout petit peu quand même en train de protéger ces migrants qui reviennent. Et l'autre, le camp d'en face, qui estime qu'il va falloir leur parler vrai, leur frapper d'ailleurs sur des doigts s'il le faut. Oui, il faut parler aux gens qui sont capables de comprendre. Je me demande si le Cameroun a formé des jeunes qui sont capables de comprendre quand ils sont affamés. Parce qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Bon, mais il y a une chose que je ne laisserai pas dire ici, c'est de faire penser que la Libye soit responsable de ce qui se passe. La Libye est aujourd'hui un espace d'incertitude où n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Et tout le monde le sait. Et je ne suis pas certain que les gens qui ont acquis des Camerounais à l'Ancan sont des Libyens. Parce qu'il y a les Saoudiens, il y a les Koweïtiens, il y a tout le monde, tous ceux qui ont besoin des Noirs pour servir. Et je crois que là, il ne faut pas trop accabler la Libye Pourtant, c'était connu. On n'accable pas la Libye, mais on veut la mettre face à cette responsabilité. Non, parce que faire croire que la Libye est la nouvelle terre d'esclavage, c'est quelque part une injustice. Parce que la Libye n'est plus qu'un espace. C'est un espace incontrôlé. Bon, c'est vrai, et c'est comme ça qu'une certaine communauté internationale a voulu. Alors, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas que la Libye, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a le Liban. Oui, sauf que les Marocains, les Tunisiens, les Algériens n'organisent pas la vente des Noirs. Eux, ils s'arrangent soit pour cantonner les Noirs, pour les empêcher d'aller chez leurs amis, soit de les faire rentrer dans leur pays. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, ça, c'est pas... Moi, je reviens aux Camerounais pour dire que... Parce que Marlise a dit des choses que j'estime extrêmement graves. Premièrement, elle a voulu particulariser les débats. Il y a certainement des familles au Cameroun où les jeunes filles veulent aller se prostituer. Mais il y a beaucoup plus de familles qui se posent la question de ce qu'ils vont faire de leurs enfants. Et quand les enfants viennent leur dire que nous voulons aussi tenter l'aventure, ils sont impuissants, ils sont désarmés, ils ne peuvent rien faire pour empêcher ces enfants de partir, surtout quand ils ont un certain âge. Et quand les enfants leur disent, oui, mais vous ne voulez pas que nous on parte, qu'est-ce que vous nous offrez? Vous ne nous offrez rien. Absolument. Voilà la situation qu'il faut comprendre. Il y a des cas particuliers. Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a des cas particuliers où des gens... L'autre chose que je n'accepte pas, lorsque quelqu'un pense qu'il va trouver son bonheur, le choix de la stratégie n'implique pas nécessairement la parfaite conscience de la nocivité du moyen qu'il va utiliser. Quand le Camerounais part d'ici, traverse le Nigeria, le Mali, tout ça pour arriver là-bas, il ne part pas pour chercher le trafiquant de noirs. Il cherche les moyens d'arriver quelque part où il va gagner sa vie. Donc il ne faut pas venir nous parler comme si, quand il partait, c'était pour s'allier aux trafiquants. L'autre chose, c'est que le droit, il fut un temps au Cameroun où il était interdit aux Camerounais de sortir. Pour sortir, il fallait un visa de sortie. Ça veut dire que le gouvernement, malgré tous les défauts et toutes les cruautés qu'on peut lui reconnaître a posteriori, avait quand même le souci de savoir où allaient ses enfants. Bon, aujourd'hui, on dit vous êtes libre, mais on ne vous dit pas ce que vous allez faire de votre liberté. Et on ne crée pas des conditions pour que l'utilisation de ces libertés soit une utilisation normale, vertueuse. Alors, quand je pose le problème de l'éducation, Marlise n'a retenu dans ce que j'ai dit que le mot misère. Elle n'a pas retenu le mot éducation de base. Tout à fait. Or, tout le problème se trouve dans la réorganisation que nous donnons à nos enfants. Premièrement, l'école ne forme pas des producteurs. C'est-à-dire des gens qui peuvent se poser la question que aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ici pour vivre? On forme des consommateurs qui viennent dire que qu'est-ce que j'ai à manger? Ils ne posent jamais la question que
qu'est-ce que je peux faire pour avoir à manger. La question du Cameroun, c'est qu'est-ce que j'ai à manger? Qu'est-ce qu'on me donne à manger? Ce n'est pas qu'est-ce que je peux faire. Et ça, c'est un système éducatif. Absolument. Et nous le disons depuis que ce pays est soi-disant indépendant. Et aucun des deux régimes en place n'a jamais posé profondément cette problématique de la formation de producteurs qui sont qui se sentent camerounais, nationalistes, authentiques et qui peuvent agir de manière endogène pour créer leur bien-être. Okay. Voilà le fond du problème. Ça se voit que le sujet vous tient alors vraiment à cœur. Mais permettez également que M. Elim Bilobé, qui est resté bien silencieux depuis tout à l'heure, puisse également placer un mot. Vous avez sur ce plateau, M. Elim Bilobé, des personnes qui sont en train... Si c'est en termes de placer le mot, il en a déjà beaucoup placé, que je sais. Vous avez des personnes qui sont en train aujourd'hui de penser à protéger ces gens qui reviennent. Nous, on les a vus revenir à la télévision, revenir par vagues. Et j'ai été impressionné, moi, j'espère beaucoup de Camerounais avec, par l'image de cette jeune dame qui était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle a appelé sa maman au téléphone pour lui dire qu'elle était là et sa maman de lui demander « Mais tu viennes pour que je dise quoi au quartier? Tu reviens faire quoi ?» Vous pensez qu'aujourd'hui, des personnes comme ça seront moralement construites, prêtes encore à se battre? Ou alors on est aujourd'hui en train de rapatrier des personnes qui vont être demain un danger pour la société camerounaise? Aucun enfant n'est un danger dans sa maison. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous organisez des débats comme ça, en commençant par vous-même, ayez à l'esprit que des gens peuvent vous dire ce que vous n'aimez pas entendre. Parce que vous m'avez coupé la parole et vous l'avez donné à M. Sidiki. Oui, allez-y. Etc., etc. Vous l'avez à nouveau la parole. Non, pas du tout. Bon. On ne peut pas vous inviter et vous censurer en même temps. Ceux qui voient ont vu qu'il y a une distribution inégale de la parole. Peut-être parce que vous croyez que quand les voleurs qui sont dans les prisons, là, ils sont plus nombreux que ceux qu'on est en train de rapatrier. Personne, aucune organisation ici ne va voir le gouvernement pour expliquer que ces gens ont été condamnés, oui, mais c'est parce que la société est ceci ou elle est cela. Je déteste que les gens instrumentalisent la misère pour exister. Je déteste que les gens utilisent les malheurs qui arrivent aux autres pour avoir la parole. Créer des organisations pour aller défendre, expliquer. Et ils viennent vous dire à la télévision, je ne suis pas en train de défendre, mais il tient un discours qui, dans l'esprit de ceux qui sont mis en cause, est une défense. Vient expliquer des actes qui ne sont pas à expliquer, qui sont à condamner. Quand des gens, des familles, vendent des biens pour financer l'immigration illégale, vous allez venir expliquer ça parce que vous avez créé une organisation. Vous avez rencontré tel ambassadeur, vous voyez tel ministre, vous allez venir expliquer lorsque cette aventure aura échoué, au détriment de la famille, au détriment de l'État, vous viendrez sur les plateaux de télévision expliquer que c'est parce que le pays est mal gouverné. Si le pays est mal gouverné, on s'organise à l'intérieur pour qu'il soit bien gouverné. On n'envoie pas notre misère à l'extérieur. Quand un pays est mal gouverné, ses enfants s'organisent pour qu'ils soient bien gouvernés. Quand j'entends on dit que les gens sont mal formés à l'école, ils n'ont pas de spécialité, ils ne savent pas produire. Ils émigrent donc pour aller produire là-bas. Comme ils ne sont pas des producteurs ici, le système éducatif est mauvais ici. Ce que j'approuve, que notre système éducatif doit être réformé pour apprendre aux gens à produire des biens, à produire des services, etc. Mais comme on ne sait donc pas produire des biens et des services, ceux qui ont imaginé que la solution, c'est que eux qui ne savent rien faire, ils doivent aller en France, en Italie, c'est là-bas qu'ils sauront faire. Donc n'utilisez pas la misère pour exister. Ça ne peut pas être un fonds de commerce. Je veux dire que les gens qui immigrent, là, le cas libyen qui semble nous préoccuper, est là parce que le Maroc est un État organisé
qui a refusé que son territoire ne soit le poste avancé d'une mafia internationale. L'Algérie, c'est pareil. Aucun cas ne nous vient dramatique comme cela, ne nous vient de la Tunisie. Aucun cas ne vient de l'Égypte. Pourquoi c'est la Libye? Parce que depuis plus de 5 ans maintenant, près de 6 ans ou 7 ans, la Libye est en décomposition du point de vue de l'État au sens international, au sens du droit international. Il n'y a pas un gouvernement en Libye. Il y a 2 gouvernements qui se font la guerre et l'État, la police, les services publics qui régularisent la vie de la Libye. Quand Kadhafi était chef d'État, on n'a pas vu ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il y avait un État qui assurait les fonctions régaliennes, parmi lesquelles la sécurité de tous les ressortissants, de tous les êtres qui sont sur son territoire. D'accord. Donc ceux qui sont partis là-bas, pour chuter. Et je vais vous dire une chose. Moi je suis un homme politique, monsieur Sidiki. Je cherche des voix. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais moi, il m'arrive de chercher des voix. Mais j'ai fait un choix. C'est que je ne cherche pas des voix en disant aux gens ce qui leur plaît. Quand les gens sont dans la faute, il faut leur dire qu'ils sont dans la faute. Même si après on va s'organiser pour leur sortir, pour les sortir, autant pour moi, des embarras et des ennuis. Quand les gens sont dans la faute, disons-leur qu'ils sont dans la faute. N'expliquons pas leur faute par une responsabilité collective. Ce n'est pas bon pour le pays. Les gens qui immigrent sont d'abord des gens qui, quand vous étudiez le profil des immigrants, beaucoup partent d'ici avec un projet qui comprend dans toutes ces étapes de la fraude. La fraude, oui, au niveau des pays où on veut entrer par des faux documents, la fraude sur les identités. Et vous me dites, vous êtes sorti d'une famille, si vous avez émigré. Moi, j'ai émigré. Non, il faut absolument. Non, messieurs, vous n'avez pas. Moi, je vous ai on ne peut pas s'éterniser sur ce sujet. Mais vous avez pris le double. Vous avez parlé 2 fois, vous n'avez pas chronométré. On ne peut pas s'éterniser sur ce sujet. Une minute pour reprendre. Restez calme sur le plateau. Une minute. On ne peut pas éterniser sur. On ne peut pas s'éterniser sur ce sujet. Permettez qu'on passe au sujet suivant. Non. Une fois de plus, je dis ce qu'il vous plaît. Non, vous ne dites pas ce qu'il vous plaît pas. Laissez-moi terminer. Ne faites pas chanter 30 secondes. Non, messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. 30 secondes. 30 secondes pour répondre rapidement. Vous ne pouvez pas vous éterniser sur un seul sujet. Absolument. Je crois qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre de vos différents points de vue sur ce sujet. On va passer à l'autre, qui est tout aussi intéressant que le sujet sur l'esclavage en Libye. C'est celui qui concerne la crise anglophone, notamment avec ce qu'on a pu remarquer au niveau de l'Assemblée nationale cette semaine encore. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Déjà, au début de cette rentrée parlementaire, on a eu le boycott des élus du SDF. Et cette semaine encore, ils ont décidé de remettre ça. Ils sont allés au-delà du boycott. Ces élus-là, ils ont eu la possibilité de perturber une session parlementaire. Et on a pu voir au cours, du moins dans ces vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux et qui sont même passées dans les différentes tranches d'information des journaux télévision, on a pu voir que les membres du RDPC qui étaient présents en salle pendant que le SDF était en train de s'exprimer sont sortis de la salle, ce qui nous permet de vous lancer, Marlise Doualabel. Comment vous jugez l'action du SDF au cours de cette session parlementaire à problème? Oui, permettez, parce que mon ami Sipa m'a interpellé, je voudrais quand même dire très rapidement que je suis une femme. Donc la mère des enfants. Et je pense que la douleur que j'ai ressentie quand j'ai vu mes enfants en détresse n'a pas de nom. Et très vite, et je fais partie des premières personnes qui ont demandé discours, on arrête d'abord, affrétons les avions pour aller chercher ces enfants. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas les livrer comme ça à des gens sans foi ni loi. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que ce sont mes enfants, je leur dis, ok, vous avez fait l'expérience, vous avez vu qu'elle n'est pas bonne et ne recommencez plus. Parce que vous avez fait un mauvais choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça, c'est ma responsabilité de femme politique. Parce qu'on ne va pas rester là parce qu'ils sont revenus. Mais la question va se poser non seulement pour eux, mais pour tous les autres aussi qui sont dans l'apparat. Parce que nous savons tous que l'un de nos problèmes, c'est le chômage des jeunes. Bon, maintenant, je vais répondre à... Là, on est d'accord. Je vais répondre à ce qui s'est passé. Et là, on est dans le deuxième sujet. Dans le deuxième sujet. Et je dis que ça a été un très grand moment de la démocratie. Et ça a aussi été un grand moment d'apprentissage
de la vie parlementaire, parce qu'on n'avait jamais vécu ça. Et je pense que quand le RDPC sort de la salle, ce n'est pas pour abandonner nos collègues du SDF, mais ils ont certainement redouté que ça prenne une ampleur incontrôlable. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, le SDF nous a appris que c'est aussi une forme d'expression parlementaire, danser. Et d'ailleurs, c'est très africain. Hein. Quand on perd les gens, on pleure en chantant et en dansant. Quand on marie les gens, on pleure. Alors, c'est normal que quand il y a des sujets graves, qu'on pleure en dansant. Donc, nous avons pris acte. Et ce que je veux dire, c'est que eux, ils avaient un message à passer. Ils avaient un message à passer au niveau de la cible. La cible était connue. La cible, c'est les populations de Bamenda, les populations de Buea, enfin, sud-ouest, nord-ouest, et accessoirement le Cameroun. Bon, leur cible était bien identifiée parce qu'il fallait à tout prix, là où ils sont mal pris, en fait, nos amis du SDF, ils sont mal pris parce que jusqu'à présent, les stratégies adoptées ne semblent pas aller dans le sens des attentes des populations. Donc maintenant, il faut qu'ils rassurent les populations parce qu'ils vont avoir besoin des voix bientôt. Avec les élections, il faut qu'ils les rassurent que non, ne pensez pas qu'on dort là-bas, on est là-bas pour vous. Donc, ils ont posé cet acte. Ce que je leur dis, j'ai regretté deux choses. Premièrement, le fait que nous soyons dans une session budgétaire. Et c'est peut-être ce qu'eux, ils utilisent comme moyen de chantage. Parce que le budget d'un pays, c'est quand même un moment très important pour ce pays. Parce qu'on ne sait pas vivre, on ne sait pas fonctionner sans budget. Et il faut donc que nous fassions notre travail, ça fait partie de notre travail, de doter l'État du Cameroun d'un budget qui peut ne pas être parfait, mais qui doit absolument être mis en place. Donc il faut qu'ils sachent que ça fait partie de leur job à eux aussi. Deuxièmement, ce que je leur reproche, c'est que nous avons dans notre arsenal un certain nombre d'instruments, et notamment les questions orales qui se passent tous les vendredis, qui pouvaient être le lieu de cette stratégie. C'est-à-dire qu'ils arrivent au moment des questions orales, comme ils en ont toujours. Quand ils prennent le micro, c'est pour donc jouer leur partition. Ça aurait été moins dérangeant. Et troisièmement, je trouve que quand on est dirigé par un président de la République, qui n'est pas Dieu, donc qui a des points forts et des points faibles, mais qui a eu quand même la capacité de maintenir les 360 ethnies que nous sommes, et des gens pas tout à fait faciles, pendant 35 ans, dans un pays paisible, on ne peut pas l'indexer comme un criminel. Ça m'a choqué, que ce soit qu'ils aient chanté des chansons qui avaient ce contenu, j'allais dire, pas juste du tout. Et pour finir, je dirais qu'on se retrouve là lundi, nous avons appris la leçon, et puis on fera ensemble. D'accord. Jean-Baptiste Sipa, aujourd'hui, on a un député RDPC qui est en train de nous expliquer la stratégie adoptée par le RDPC au cours de cette petite séance de désordre, on peut le dire, mais pourtant dans la presse et même au niveau des observateurs de la scène politique, beaucoup ont dit que le RDPC a manqué là une occasion de se mettre derrière un parti politique de l'opposition pour revendiquer une cause qui englobe tout un pays. Je suis d'accord avec cette position-là, parce que en démocratie, la règle, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est de l'écouter d'abord. Et s'agissant du Parlement, qui représente la nation, ce sont les députés de la nation. Lorsqu'un problème national se pose, l'Assemblée nationale, le Parlement, doit se prononcer d'au moins deux manières. Première manière, une prise de position commune de condamnation de ce qui est condamnable, d'exhortation de ce qu'il faut exhorter, et de proposition ou de suggestion au gouvernement qui gère le pays. Ça, je n'ai pas entendu le Parlement camerounais, Assemblée nationale et Sénat, faire ce genre de choses depuis que la crise anglophone est survenue. La deuxième chose,
si vous ne voulez pas adopter cette démarche-là, ceux qui viennent proposer des solutions, écoutez leurs solutions, passez ces solutions au vote. S'ils sont battus, ils ne feront pas du grabuge, ils vont respecter. La civilisation démocratique veut ça. Vous êtes contre le point de vue de quelqu'un, passez-le au vote, la majorité va rejeter et tout le monde sera d'accord que la volonté générale, la voici. Mais dans le cas de figure, comment le SDF en arrive à cette position extrémiste? Le SDF m'a fait penser à ce qu'on appelle la grève dans la société professionnelle. Lorsque vous êtes fatigué de faire des revendications et que personne ne vous écoute, vous prenez ce qu'on appelle le dernier recours, l'ultime recours, qui est la grève. Au niveau d'un parlement, c'est quoi? C'est ce que le SDF a fait, je crois. Une grande première dans l'histoire. Voilà, c'est une grande première. Et je suis d'accord là Madame la députée ait trouvé que c'était une leçon. Effectivement, c'est une leçon historique. Parce qu'un représentant du peuple a le droit d'utiliser tous les moyens permis par la loi pour faire entendre la voix de son électeur. D'accord. Peu importe si on l'accuse de le faire en fonction de prochaines échéances. C'est tout à fait normal qu'un élu ait peur d'être sanctionné par son électeur lors de la prochaine séance. Donc n'importe comment la démarche du SDF, si elle est collective, si elle n'est pas destinée à créer le désordre, à détruire l'Assemblée, moi je trouve que c'est une leçon de démocratie. D'accord. Et j'approuve. Abel Elim Bilobert, vous qui étiez il y a peu militant du SDF, quelle est la lecture que vous avez de cette attitude des élus SDF? J'ai toujours œuvré de tout temps en politique pour que l'action qu'on mène règle un problème. Si vous menez des actions qui ne règlent pas le problème, c'est des actions nulles et de nul effet. D'accord. Elles vont plaire à quelques personnes qui aiment bien voir la spectacularisation de la vie politique. Mais comme ça ne réglera pas le problème, eh bien le problème sera entier. Mais de toute façon, si ça ne règle pas le problème, ce ne sera pas la faute du SDF. Quand vous parlez à quelqu'un qui ferme son oreille, qui a mis du béton dans son oreille, vous pouvez avoir la tentation d'utiliser le burin. Mais peut-être que ta stratégie n'est pas bonne. Mais, tu n'aboutis pas seulement parce que tu as quelqu'un en face. Vous savez, madame, commence par questionner ta propre stratégie. Il y a c'est ce plus efficace. Il y a ce qu'on appelle la désespérance. Vous savez, ce qui caractérise... Attendez, ce qui caractérise le système gouvernant du Cameroun, c'est la surdité. Vous avez un système qui est sourd. C'est-à-dire, vous pouvez crier, parler, chanter. Le système reste sourd. Alors, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous faites? Abel vous avez le choix à la entre parole, prendre des actions fortes et vous enfuir dans votre forêt. Permettez qu'il chute. Allez-y, Elim Bilobert. J'espère que tout le monde voit les comportements des gens qui n'aiment pas qu'on dise ce qui ne leur plaît pas. Non, oui, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est la pire des choses qui ruine justement notre démocratie. J'étais en train de dire que... Ça, c'est un jugement que tu n'appliques qu'aux autres et jamais à toi. Mais ça n'engage que toi. Ça fait la 3e fois que mon ami m'interrompt. Allez-y. Il y a le temps qui passe. Je crois qu'il va m'interrompre pour la 4e. Non, allez-y, allez-y. Aussi longtemps qu'il faudra, si tu continues à monopoliser la parole pour juger les autres, au lieu de proposer des solutions. Je n'aurais pas dit ce qui te plaît, je n'aurais pas droit à la parole. Quelles peuvent être les conséquences de l'acte qu'a posé le SDF à l'Assemblée nationale? J'ai toujours dit que les problèmes politiques peuvent se régler dans la rue, c'est possible. Ils peuvent se régler et ils se règlent très souvent en dehors de la rue. Par la capacité intellectuelle que les acteurs politiques ont à opposer à leurs adversaires des arguments dont on ne peut plus douter de la pertinence. Personnellement, je considère que c'est un grand privilège d'être à l'Assemblée nationale. C'est vrai. C'est un grand privilège.
Parce que les affaires de la nation se discutent à l'Assemblée nationale. C'est une obligation pour tous ceux qui aspirent à aller à l'Assemblée nationale de se soumettre aux règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Si ces règles sont mauvaises, c'est de se battre à l'Assemblée nationale pour la modification de ces règles. L'utilisation des voies qui sont des voies de dysfonctionnement, personnellement, intellectuellement, je ne vois pas comment ça peut régler des problèmes. Je considère que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, 20 ans durant, et que vous n'avez pas posé les problèmes de vos électeurs, 20 ans durant, et que vous attendiez un jour que des gens qui n'étaient pas les représentants des populations, comme M. Abombala, Fontaine et les autres, qui étaient des représentants des corporations, se saisissent des problèmes de vos populations électrices pour les mettre sur la place publique, pour les mettre sur la table du gouvernement, et que vous les élus, vous veniez maintenant à la 25e heure pour entrer au Parlement, là où vous êtes depuis, vous ne posez pas ces problèmes. Ces populations à qui vous semblez parler en disant, vous voyez, nous avons bloqué l'Assemblée nationale, elles savent que vous n'avez pas parlé d'elles depuis 20 ans. Elles savent que vous ne posez pas leurs problèmes. Tout ce dont j'entends parler, la marginalisation des anglophones, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'aucun anglophone n'occupe un ministère de souveraineté. C'est depuis la nuit des temps, depuis 34 ans, que ces problèmes s'opposent. Les frustrations des anglophones ne naissent pas aujourd'hui. C'est une accumulation. Et quand je parle des représentants des populations anglophones, je ne parle pas des 14 députés RDP-SDF. Je parle des 14 députés SDF, plus tous les autres députés RDPC anglophones, qui ne sont pas différents des députés SDF anglophones, que tous n'ont jamais posé les problèmes des anglophones. Mais pourtant, aujourd'hui, on a vu l'expression des élus du SDF. Pour le petit décompte, le RDPC a 7 députés au nord-ouest et 14 au sud-ouest. Ça fait 21. Ils sont anglophones, comme les 14 du SDF. Ils n'ont pas été un seul jour solidaires de leurs électeurs qui ont les mêmes problèmes. Bon. Si j'étais à la place, et je note que le nombre de députés que j'ai vus en train de manifester, à travers les images que j'ai vues, ce n'est pas des 18. Donc il y a des députés SDF qui n'étaient pas là. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par encourager cette action? Non, je n'encourage pas la spectacularisation de la vie politique. Je n'encourage pas des gens qui font des marches avec des badauds et 12 personnes pour dire qu'elles veulent expliquer ou soutenir le fédéralisme. Je n'encourage pas ce genre de choses. D'accord, on vous a bien écouté. Limbi Lobé, on va passer cette fois-là la parole à Sissi Kwatou. Ça fait 4 rentrées parlementaires au total qu'on va avoir à l'Assemblée nationale en même temps que le problème de la crise anglophone. Ce qui fait dire quand même à beaucoup d'observateurs aujourd'hui que l'Assemblée, du moins les députés et les sénateurs, n'ont pas les mains libres pour gérer ce problème. Alors, rapidement, je vais prendre 30 secondes dans mon temps parce que M. Limbi Lobé vient de prendre 5 minutes. Non, allez-y. Secondes. Je voulais juste rapidement. Plutôt que d'être en train de rappeler. Très bien. Alors, c'est l'usurpation de fonction. Vous également, vous faites pareil. Alors, oui, monsieur Limbi Lobé a parlé, je prends 30 secondes rapidement, a parlé de l'usurpation, il a parlé de populisme. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui sortent de la diaspora, il est en Europe. Et les enfants camerounais qui l'ont invité, sûrement que parmi ceux-là, il y a eu des immigrés qui ont pris cette route, hein, monsieur Limbi Lobé. On parle là du SDF. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour autant que je veux leur plaire. Non, c'était juste... Permettez qu'on avance, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui nous écoutent à la maison et qui veulent tirer des leçons. Concernant le SDF, je pense que cette action, de mon point de vue, je partage avec madame, c'était d'abord un acte démocratique. C'est-à-dire qu'on accepte quand même que les gens puissent se manifester à leur manière. Oui. Ça, c'est un acte démocratique. Je parle de l'acte. Maintenant, globalement, pour une fois, je peux être d'accord avec M. Limbi Lobé qu'on pourrait, de mon point de vue,
passer, convaincre les électeurs, faire des élections, étant donné que le fédéralisme dont, enfin, du moins, beaucoup des anglophones aujourd'hui sont favorables, est un programme du SDF, il me semble. Parce que si le SDF a le fédéralisme comme programme, pourquoi alors se battre dans la rue? Tout le monde le sait. Le fédéralisme était sur le programme phare, M. Elie Bilobert, il me semble, était aussi au SDF. Vous me demandez ou vous faites vos affirmations? Elie Bilobert, permettez qu'il chute. Alors, je pensais que nous étions ici en train de... Oui, allez-y, donnez votre point de vue. Alors, donc, vous avez la parole. Alors, la crise anglophone, est-ce qu'il y a une crise anglophone? La question est posée, oui, nous le savons très bien. Autrement, il n'y aurait pas de commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Parce que quand M. Elie Bilobert aussi dit, enfin, ce n'est pas seulement à vous, parce qu'on a juste une petite contradiction dans ce que vous dites, eh bien, je voudrais juste clarifier de mon point de vue que si les élections peuvent résoudre les problèmes, allons aux élections. D'accord. Marlise Doualabel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les députés ont la possibilité de s'exprimer librement déjà en mettant au sujet des échanges à l'Assemblée nationale ce problème sur la crise anglophone? Parce qu'il faut le rappeler, ça fait quand même 4 rentrées parlementaires en même temps que la crise anglophone et on n'en a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'Assemblée nationale? Je pense que c'est simplement une question de timing. Si on procédait à l'interview individuelle des députés, beaucoup de députés pensent qu'il faudrait qu'on aborde ce sujet et dans le Parlement. Parce que justement, c'est le Parlement qui représente le peuple du Cameroun. Et tout se joue là. Et donc, nous sommes des acteurs privilégiés et nous avons certainement un rôle à jouer. Sauf que dans un régime comme le nôtre, l'exécutif joue aussi un rôle. C'est l'exécutif qui pilote, pour dire les choses telles qu'elles sont, dans tous les régimes comme les nôtres qui sont des régimes présidentiels. Donc, je crois que c'est une affaire simplement de calendrier. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne aujourd'hui qui ne pense pas que ce sujet est un sujet important. Beaucoup pensent qu'on peut le traiter ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, mais je suis plutôt de l'avis des personnes sur ce plateau, ça part de l'Assemblée nationale. C'est notre responsabilité. Nous sommes les stars de cette situation. Le peuple nous observe et il faudra bien qu'on y arrive. Maintenant, on est obligé de s'accorder. Vous savez, la politique, j'allais dire, c'est un métier tellement subtil que quand on croit qu'on peut y arriver avec des grandes bottes et entrer sans frapper à la porte, on se trompe. Et comme il disait, l'important c'est l'efficacité. Ça ne sert à rien de gesticuler si on n'est pas sûr qu'au bout, on va arriver à quelque chose. Mais je pense que le peuple devrait faire confiance à ses députés. Il y a comme un mésamour, c'est ce que ça se dit en français, non? Un désamour. La diaspora, ça se dit, non? Mésamour entre le peuple et ses députés, quelle que soit l'obédience. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, quand on écoute le peuple, qu'il a l'impression que les députés ne sont pas suffisamment conscients de leur mission, de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils portent. Mais ils ont tort. Alors, ils ont tort de penser comme ça. La session de novembre est une session prioritairement budgétaire. Ça veut dire qu'on doit voter et bien sûr arrêter le budget. Alors, qu'est-ce qui va se passer si les députés SDF continuent de perturber les différentes sessions? Est-ce qu'on va procéder par ordonnance du président de la République? Qu'est-ce qui pourrait se passer exactement au niveau du Parlement? Bon, je lis pas dans la boule de cristal, mais je me dis qu'ils ont posé leur acte et je pense qu'ils ont aussi été heureux de ce que les règles démocratiques aient permis cette expression. Maintenant, il y a des négociations qui sont en train de se passer avec le groupe parlementaire SDF, avec le ministre délégué aux assemblées. Donc, certainement qu'il y aura des réglages qui vont se faire parce que notre objectif commun, c'est quand même d'arriver à un budget. Maintenant, la planification de la question anglophone, ça prend tellement de choses que je crois qu'ils vont se mettre au boulot, ils vont se mettre au travail. Pour souligner rapidement, encore une fois, je pense que le point central des revendications de la crise anglophone, c'est le fédéralisme. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Parce que le fédéralisme, c'est ce que la majorité, la partie anglophone réclame pour refaire ce que nous appelons la forme de l'État. Alors si le SDF
a cela comme programme. Je pense que si on parle aux élections, s'il remporterait les élections, la question sera réglée. Du point de vue, bien sûr, des élections. C'est juste que je voulais ajouter au-delà de ce spectacle. Au-delà de ce que vous avez déjà sauf qu'il y a une pression que le SDF ne contrôle pas. Il y a une pression, j'allais dire, locale. Derrière. Oui, que le SDF ne contrôle pas. Ils veulent donner l'impression qu'ils représentent ces populations, mais en réalité, la rupture est réelle aujourd'hui. Elie Bilobert, permettez qu'on donne la parole à Jean-Baptiste Sipa avant de revenir à vous. Aujourd'hui, on apprend que la majorité des députés et des sénateurs SDF se retrouvent en ce moment à Bamenda pour une réunion avec le chairman. Qu'est-ce qui pourrait sortir de cette réunion-là? Je ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal. L'adoption d'une position commune. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut sortir de là. Je ne suis pas certain qu'ils se réunissent pour faire une autocritique de leur action. Ce n'est pas dans les gènes des Camerounais, qu'ils soient les organisations camerounaises. Mais je pense qu'ils vont adopter quand même une position de sagesse, parce que ce qui se passe, ou ce qui doit se passer dans la présente session de l'Assemblée est quand même important. Il faut voter un budget. Et là, je crois que un parti comme le SDF, qui est partie prenante de l'Assemblée, ne peut pas accepter la responsabilité d'un budget qui mettrait le Cameroun en mauvaise situation. Et de toute façon, leur attitude vis-à-vis du budget devrait être différente de leur attitude par rapport à la crise anglophone. La crise anglophone est une crise de politique générale, qui doit être traitée autrement que, c'est-à-dire qui ne doit pas empêcher le vote d'un budget. Parce que même pour organiser un forum ou n'importe quoi sur la crise anglophone, il faut de l'argent. D'accord. Vous avez 30 secondes, Elie Bilobert, pour votre dernière prise de position sur le sujet. Je dis tout simplement que voici les tests de base du SDF. Il y a là-dedans statut et tests de base du SDF. C'est un recueil. Il y a là-dedans le manifeste du SDF, le premier discours de lancement de chairman, les statuts, le règlement intérieur, l'hymne national, l'hymne du parti, avec tous les amendements. De la première page à la dernière. Vous dire quoi exactement? On ne parle pas du fédéralisme là-dedans. Donc tous ceux qui attribuent au SDF, a priori, et je sais sur quelle base, un projet politique dit fédéraliste, se trompent. D'accord. Maintenant, je propose, permettez-moi de finir. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, mais vous aviez 30 secondes et vous les avez épuisées. Je vous comprends, peut-être que vous m'avez eu pour la première fois. On rentre dans le dernier sujet, si vous le permettez. Je voulais dire, ne me donnez pas la parole pour le dernier sujet. Je voulais simplement dire que l'Assemblée nationale, comme les conseils municipaux, ont des sessions avec des missions bien particulières. Vous avez, dans le cadre de l'Assemblée nationale, une session consacrée à l'examen de la loi de finances et à son adoption. C'est ça, la mission de cette session. Il y a d'autres sessions qui peuvent être consacrées à d'autres choses. Il peut même avoir des sessions extraordinaires. Donc, je ne trouve pas très sage que l'on vienne à la session budgétaire pour essayer d'imposer à l'Assemblée nationale un régime qui n'est pas le sien. Vous l'avez déjà dit au début de votre propos sur ce sujet, Elie Bilobert. Permettez qu'on passe au dernier sujet. Et ce dernier sujet-là concerne le Zimbabwe, avec la démission, du moins la destitution, et puis la démission du président Robert Mugabe. On a pu suivre toute l'actualité du Zimbabwe sur cette question. On a vu une armée citoyenne qui a tout fait pour maintenir la dignité de son président, du moins de son ex-président de la République jusqu'au bout. Et aujourd'hui que Mugabe n'est pas là, on se pose des questions sur comment ce pays va fonctionner. Je suis avec vous, Marlise Doualabel. Aujourd'hui, Mugabe est parti. Déjà, commencez par nous dire l'analyse que vous faites de toute la situation du Mugabe, du moins depuis la prise, on va le dire comme ça, du pouvoir par l'armée jusqu'à aujourd'hui, jour de la démission de Robert Mugabe. Alors,
Ce que cette histoire raconte, c'est d'abord une histoire humaine. J'ai lu, vous savez qu'on attribue beaucoup de citations à Mugabe, et dans l'une de celles que j'ai retenues, on lui demande, Monsieur le Président, quand comptez-vous dire au revoir à votre peuple? Et il répond, ah bon, mon peuple doit partir. Donc c'est pour dire que ce monsieur qui a eu un destin particulier, qui a joué un rôle central dans, je vais dire, la prise de pouvoir des Noirs dans ce pays qui était dominé par les Blancs, même comme il n'a pas réussi à remettre en place un système économique qui développe véritablement le pays. Il s'est retrouvé dans pas mal de complications. Mais après, à ses 93 ans et 37 ans de règne, il y a une fusion entre l'homme et sa fonction. De telle sorte que le départ ne pouvait être qu'un déchirement. Et le départ ne pouvait pas être un départ volontaire. Il était trop tard pour qu'il pose un acte volontariste. Mais pourtant, il s'en va dignement grâce à une armée qui a su le protéger tout au long de ce processus. Comment? J'ai pas suivi. On peut remarquer aujourd'hui que Robert Mugabe sort, pas certes par la grande porte, mais pas non plus par la petite. Oui, il a été ménagé parce que le parti est une partie du peuple. Parce que quand on dit que quelqu'un gagne les élections, ne gagne pas les élections, il y a quand même une grande partie du peuple qui vote pour cette personne. Exactement. Et qui croit en cette personne. Donc je pense qu'on a le peuple du Zimbabwe, l'armée, et puis les intérêts croisés des différentes parties ont vu que son départ devait être ménagé. Et je pense que c'est une très bonne décision. Comme ça, il s'en va en paix. Et son épouse, qui avait certainement des prétentions politiques, et qui n'a pu, parce qu'on a cité, j'ai entendu des gens dire oui, mais c'est quand même une femme capable qui a joué un rôle central dans le parti, etc. Non, elle a joué un rôle central, mais certainement parce qu'elle était aidée par sa posture de première dame. Elle a du charisme, oui, mais elle a été énormément aidée parce qu'elle a été. Bon, maintenant, si elle veut montrer qu'elle a un vrai charisme, qu'elle crée un parti politique, qu'elle rentre dans le jeu politique, et qu'elle essaye de reprendre une position plutôt que de phare, profiter, voilà. Plutôt que de profiter des facilités que lui accordait sa position de première dame. Avec vous, Jean-Baptiste Sipa, on va parler de l'après Mugabe au Zimbabwe. Beaucoup sont d'accord aujourd'hui pour dire que Emmerson Mnangagwa n'est que la suite du président Robert Mugabe. Ils ont combattu pour les mêmes causes, ils ont été au sein du même parti. Et une fois Mugabe parti, on n'aura pas l'impression que les choses changeront réellement. Moi, j'ai peur qu'il ne se produise ce que nous avons vu en Tunisie. Parce que le vice-président qui prend les rênes aujourd'hui, qui assure la transition jusqu'aux prochaines élections, s'il n'a pas l'équation personnelle de démocrate pour comprendre que le Zimbabwe a besoin de changement, il risque de se produire ce qu'on a vu en Tunisie, c'est-à-dire qu'il s'incruste comme son prédécesseur, et il reste jusqu'à ce qu'un jour la mort d'un Baye Amselam mette une étincelle au feu et qu'on se retrouve dans une brutale révolution. D'accord. Pour chuter, parce qu'on n'a plus du tout de temps. Oui, bon. Permettez-moi quand même de tirer mon chapeau à cette armée zimbabwéenne qui est restée républicaine, parce que je vous entends tous parler. Sachez que c'est la fonction présidentielle que l'armée a protégée. Ce n'est pas l'individu Mugabe. Et ça, c'est important à faire comprendre aux démocrates et aux citoyens qui veulent savoir ce que c'est que la démocratie. D'accord, oui. Quand l'armée défend la nation, l'armée défend la fonction présidentielle qui peut être occupée par n'importe quel citoyen. Hein, mais pas l'individu lorsqu'il ne respecte plus alors, les règles. Rapidement, je voulais juste dire que Mugabe, pour moi, si Umyobe vivait, il serait à son image. C'est un héros. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. On vous donne quand même la parole, Elim Bilobé, pour un mot de fin. 30 secondes. Tout ce que je dis, c'est que la ZANU-PF a parlé au RDPC. La révolution zimbabwéenne a été inspirée de l'intérieur de la ZANU-PF, parti au pouvoir.
qui a vu qu'il faut alterner, il faut l'alternance. Le Zimbabwe était fatigué de Mugabe. L'armée zimbabwéenne, qui était tout aussi silencieuse comme l'armée camerounaise, est sortie remplir un rôle. Il n'est pas exclu que l'armée camerounaise, qui est très silencieuse et que d'office des gens considèrent comme alliés au pouvoir, fasse la même chose. De toutes les façons, dans de nombreux pays africains, il se passe que les gouvernements séculaires qui ne veulent pas de l'alternance sont en train de tomber. Si on ne tire pas les leçons au Cameroun, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord, c'est avec vous qu'on met un terme à cette autre édition de Droit de réponse. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et on vous laisse en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se suivent.